C'est juste un mari inutile, a déclaré ma femme en pleine audience devant le tribunal. Elle n'était ni en colère, ni émue, elle semblait simplement lire une conclusion à laquelle elle était arrivée il y a des années. Je suis resté silencieux. La juge n'a pas répondu tout de suite. Elle a ignoré ma femme du regard pour se concentrer sur son avocat à la place. Ses yeux se sont plissés, non pas d'agacement, mais de curiosité. Puis, elle a posé une question qui a figé l'atmosphère de la salle. « Maître, a-t-elle dit, êtes-vous certain de bien comprendre qui est Monsieur Chevalier et ce qu'il fait réellement dans la vie ?» Ma femme s'est raidie. Son avocat a hésité. Et pour la première fois ce matin-là, l'assurance de Valérie Chevalier s'est fissurée. L'horloge au-dessus du bureau de la juge indiquait 9h14 quand Valérie a fini de parler. La salle 3B du tribunal de grande instance de Versailles était plus petite que ce que les gens imaginent quand ils pensent à la justice. Pas d'écho dramatique, pas de galerie bondée de spectateurs, juste des bancs en bois usés, un éclairage au néon blafard et cette légère odeur de papier et de désinfectant qui colle aux bâtiments administratifs, peu importe la fréquence du nettoyage. J'étais assis à la table de la défense, les mains jointes, les paumes à plat contre la surface. J'avais appris il y a longtemps que les poings serrés invitent à l'interprétation, alors que les mains immobiles ne disent rien. Je m'appelle Étienne Chevalier. J'ai 52 ans. Je suis marié à Valérie depuis 26 ans. Et jusqu'à 3 semaines avant cette audience, personne n'avait jamais suggéré, de vive voix ou par écrit, que j'étais incapable de gérer ma propre vie. Valérie se tenait à quelques pas de moi, légèrement tournée vers la juge. Tailleur bleu marine, maquillage neutre, le collier de perles qu'elle portait chaque fois qu'elle voulait paraître digne mais digne de pitié. Elle avait soigneusement travaillé cette version d'elle-même. Je la reconnaissais parce que j'avais vécu avec elle pendant des décennies. Son avocat, maître Thierry Vallet, venait de terminer l'exposé de sa requête. Il avait décrit Valérie comme une épouse ayant porté seule les responsabilités financières et émotionnelles du foyer pendant des années. Il m'avait décrit comme quelqu'un de renfermé, passif et chroniquement désengagé de toute planification à long terme. Il avait insisté sur les mots inquiétude, stabilité et protection. Puis Valérie avait lâché la phrase qu'elle avait manifestement gardée pour faire son effet. « C'est juste un mari inutile », a-t-elle dit. « Il ne comprend rien aux finances. Il ne l'a jamais fait. » Elle ne m'a pas regardé en le disant. Je n'ai pas réagi. Pas parce que cela ne faisait pas mal, mais parce que réagir aurait servi son récit. Valérie avait toujours cru que le silence signifiait le vide. Elle confondait la retenue avec l'absence. Ce malentendu était le fondement de tout ce qui allait suivre. La juge Martine Seguy s'est légèrement appuyée contre le dossier de son fauteuil. Elle avait environ 65 ans, les cheveux argentés coupés courts et des lunettes de lecture posées au bout de son nez. Elle avait la présence calme et économe de quelqu'un qui a entendu des milliers d'histoires et qui a appris à repérer les coutures là où elles ne tiennent pas tout à fait. Elle ne m'a pas regardé. Elle a regardé Maître Vallet. « Maître, a-t-elle dit d'un ton neutre, êtes-vous certain de bien saisir le parcours professionnel de Monsieur Chevalier ?» L'avocat a cligné des yeux. « Oui, madame la juge. Il travaille dans les opérations, la gestion des risques, je crois. » La juge a incliné la tête d'une fraction de millimètre. « Et vous êtes certain que c'est là le tableau complet de ses activités ?» Il y a eu un silence, pas long, mais assez pour que toute la salle le remarque. Valérie s'est alors tournée vers moi, son expression se crispant très légèrement. Elle n'avait pas encore peur, mais quelque chose avait changé. Je n'avais pas prévu que ce moment arrive si tôt. Je m'attendais à rester assis tranquillement pendant une autre heure de témoignage avant que la situation ne bascule. Mais la juge Seguy avait une habitude que j'avais remarquée en l'observant présider d'autres affaires des années plus tôt, quand quelque chose ne collait pas, elle posait des questions directes sans attendre. Cette habitude était la raison de ma présence. 3 semaines plus tôt, Valérie avait déposé une demande de mise sous tutelle en urgence, demandant au tribunal de la nommer mandataire judiciaire provisoire pour gérer mes biens. Pas ceux de ma mère, les miens. Elle prétendait que j'étais incapable de reconnaître un abus de faiblesse, incapable de gérer des actifs de manière responsable et émotionnellement diminuée par un désengagement de longue date. Dans les 48 heures suivant ce dépôt, mes comptes personnels ont été gelés en attendant l'examen du dossier. Mon employeur m'a placé en mise à pied conservatoire par mesure de précaution. Mon accès à certains systèmes internes a été suspendu. Le mot incompétence n'avait pas encore été prononcé, mais il flottait dans l'air.
Je n'ai pas protesté publiquement. Je n'ai pas accusé Valérie. Je n'ai pas appelé les membres de ma famille pour plaider ma cause. J'ai lu. J'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à travailler dans la conformité et l'analyse des risques internes pour de grands groupes bancaires de la défense. Ce n'est pas un métier tape à accent grave-l'œil. Je ne cherche pas les gros titres et je ne témoigne pas régulièrement dans les tribunaux. J'appuie des enquêtes. J'examine des systèmes financiers. Je documente les incohérences et je conseille les entreprises quand quelque chose semble suspect. Parfois, rarement, on m'a demandé d'expliquer mes conclusions lors de procédures judiciaires. C'est un travail silencieux, non célébré, un travail que Valérie avait toujours méprisé en le traitant de simple brassage de paperasse. Quand ma mère, Jacqueline, a été victime d'un léger AVC 8 mois plus tôt, Valérie s'était proposée pour gérer la logistique, les rendez-vous, les comptes et les documents. Elle disait que cela m'enlèverait une pression inutile pendant que je me concentrais sur ses soins. Je l'ai laissé faire. Jacqueline avait confiance en Valérie. Ou peut-être avait-elle confiance en notre mariage. Quoi qu'il en soit, des papiers ont été signés pendant des périodes de fatigue. Des comptes ont été consultés par commodité. Valérie est devenue le point de contact des institutions qui traitaient autrefois directement avec ma mère. Puis Jacqueline est décédée. 3 semaines après l'enterrement, la requête de Valérie est arrivée. Assis dans cette salle d'audience, écoutant ma femme me décrire comme inutile, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de la colère, mais de la clarté. Valérie n'improvisait pas. C'était un plan qui exigeait que je reste exactement celui qu'elle croyait que j'étais, silencieux, inattentif, désengagé. Elle ne réalisait pas que mon silence n'avait jamais signifié que je ne prêtais pas attention. La juge Segui a tapoté légèrement son stylo contre son bureau. « Monsieur Chevalier », a-t-elle dit en se tournant enfin vers moi. « Vous êtes resté silencieux jusqu'à présent. Est-ce intentionnel ? » ? « Oui, madame la juge. » »« Pourquoi ? » J'ai soutenu son regard. « Parce que cette requête repose sur des suppositions, et les suppositions ont tendance à s'effondrer quand les faits sont introduits trop tôt. » Le silence s'est fait pesant dans la salle. Valérie a eu une brusque inspiration. La juge m'a étudié un instant de plus, puis a hoché la tête. « Très bien, » a-t-elle dit. « Maître Mercier, vous pouvez commencer quand vous serez prête. » Maître Delphine Mercier, mon avocate, s'est levée lentement. Et Valérie Chevalier, pour la première fois depuis le dépôt de sa requête, a semblé incertaine. La première fois que Valérie m'a traité d'inutile, ce n'était pas au tribunal. C'était à notre table de cuisine des années plus tôt, lors d'une soirée qui sentait l'espresso brûlé et le produit pour le sol au citron. Thomas venait de partir pour ses études à Lyon. Léa était encore au lycée. La maison semblait plus silencieuse qu'elle ne l'avait jamais été, comme si elle attendait quelque chose que nous ne savions pas nommer. Valérie se tenait près du plan de travail, triant le courrier avec des mouvements rapides et agacés. Elle ne m'a pas regardé quand elle a parlé. « Alors, quel est ton plan ? » a-t-elle demandé. « Pourquoi ? » ai-je répondu. Elle a soupiré de manière théâtrale. « Pour tout, Étienne. Pour ta carrière, pour nous. Tu te laisses juste porter par le courant. » Je me souviens avoir hoché la tête. Je me souviens n'avoir rien dit. À l'époque, je pensais que la retenue était une preuve de maturité. Je pensais que le silence empêchait les disputes de devenir des cicatrices. Ce que je ne comprenais pas encore, c'est que le silence peut être détourné. Avec le temps, Valérie en a fait une preuve à charge. Notre mariage avait toujours fonctionné sur des rails parallèles. Nous partagions une maison, nous élevions des enfants, nous coordonnions nos agendas, mais nos vies intérieures se croisaient rarement. Valérie aimait la visibilité. Elle s'épanouissait en étant perçue comme compétente, admirée, indispensable. J'aimais les systèmes. J'aimais l'ordre. J'aimais savoir que si quelque chose n'allait pas, je pouvais remonter jusqu'à la source. Elle gérait les gens. Je gérais les processus. Du moins, c'est comme ça que ça a commencé. Progressivement, Valérie a pris en charge tout ce qui nécessitait une signature. Elle a transféré nos économies dans une autre banque sans m'en parler. Elle s'est ajoutée comme contact principal pour nos assurances. Elle disait aux enfants de s'adresser à elle pour l'argent parce que papa n'aime pas s'occuper de ces trucs-là. Quand je tentais de reprendre la main,
Elle présentait cela comme de la réticence. Tu détestes les responsabilités, disait-elle. Je t'aide. Et parce que je ne voulais pas me battre, je laissais passer. Le changement avec ma mère s'est fait discrètement. Jacqueline avait toujours été méticuleuse avec ses comptes. Elle pointait ses relevés chaque dimanche matin avec un café, 2 sucres et un nuage de lait. Elle gardait ses reçus dans des enveloppes étiquetées. Elle aimait savoir où allait chaque euro. Après la mort de mon père, elle m'avait dit que le papier est la mémoire, et qu'il ne faut pas la perdre. Quand elle a commencé à oublier de petites choses, je l'ai remarqué avant Valérie. Ou peut-être que Valérie l'a remarqué et n'a rien dit. Quoi qu'il en soit, Valérie est intervenue avec une assurance qui semblait rassurante au début. Elle a organisé les rendez-vous. Elle a parlé à la banque. Elle m'a dit qu'elle s'occuperait des parties ennuyeuses. Tu en fais déjà assez, disait-elle. Laisse-moi gérer ça. Jacqueline lui faisait confiance. Valérie, c'était la famille. Elle était chaleureuse, attentive, capable. Quand Valérie apportait des documents à signer, Jacqueline ne les remettait pas en question. Elle était fatiguée. Elle était en convalescence. Elle supposait la bonne foi. Je la supposais aussi. Le premier signal d'alarme est apparu des mois plus tard, quand Valérie a mentionné nonchalamment qu'elle déplaçait des fonds pour simplifier les comptes de Jacqueline. J'ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a balayé ma question d'un revers de main. Juste de la gestion courante, a-t-elle dit. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Mais l'inquiétude est une habitude qu'on ne désapprend pas facilement. Après les obsèques de Jacqueline, la maison s'est remplie des rituels habituels, des cartes de condoléances et des conversations qui ne vont jamais au fond des choses. Valérie a pris les commandes. Elle a coordonné les pompes funèbres. Elle a géré les appels. Elle a remercié les gens en mon nom. 3 semaines plus tard, j'ai reçu la requête. Elle est arrivée par huissier, épaisse et officielle, adressée à mon nom complet. Je suis resté assis dans ma voiture devant la maison pendant plusieurs minutes avant de l'ouvrir, regardant la buée se former sur le pare-brise. Quand j'ai enfin lu les mots incapacité financière et mise sous tutelle d'urgence, ils m'ont semblé surréels, comme s'ils appartenaient à la vie de quelqu'un d'autre. Valérie demandait au juge de la nommer mandataire de mes finances. Non pas parce que j'avais pris des décisions imprudentes, non pas parce que j'avais perdu de l'argent, mais parce que, selon elle, j'étais incapable de reconnaître une exploitation. L'ironie ne m'a pas échappé. En quelques jours, mes comptes ont été bloqués. Mon employeur m'a mis à pied. Pas d'accusation directe, pas d'explication, juste une suspension. Des années de travail régulier réduites à une période d'attente. Thomas a arrêté de répondre à mes appels. Léa m'a envoyé un seul SMS, « Maman dit que tu as besoin d'aide ». Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé. Valérie ne me l'a pas demandé. Elle n'en avait pas besoin. Le lendemain matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé là où je commence toujours, par les dossiers. Je n'ai pas accusé Valérie. Je ne l'ai pas affrontée. Je n'ai pas appelé la famille pour me défendre. J'ai extrait les relevés bancaires. J'ai demandé l'historique des transactions. J'ai construit une chronologie. Les schémas ne s'annoncent pas d'eux-mêmes, ils se révèlent lentement si l'on est patient. Il m'a fallu presque toute la journée pour remarquer les alignements. De petits retraits, des frais de conseil, des transferts juste en dessous des seuils de déclaration, tous regroupés autour de dates spécifiques, des dates où Valérie avait rendu visite seule à ma mère. Je les ai surlignés, croisés avec d'autres données et j'ai créé un tableur. À la fin de la semaine, j'avais identifié plusieurs transactions totalisant des dizaines de milliers d'euros qui ne correspondaient à aucune dépense documentée. Quand j'ai interrogé Valérie sur l'une d'elles, avec précaution et neutralité, elle a souri. « Ne t'inquiète pas pour ça », a-t-elle dit. « Je maîtrise la situation. » C'est à ce moment-là que quelque chose a basculé en moi. Pas de la colère, pas de la trahison, mais une reconnaissance. Valérie ne se voyait pas comme une voleuse. Elle se voyait comme quelqu'un qui corrigeait un déséquilibre. Elle pensait qu'elle méritait le contrôle parce qu'elle croyait nous avoir portés pendant des années, et elle croyait sincèrement que je ne remarquerais jamais rien. Cette certitude était la chose la plus dangereuse qu'elle ait apportée au tribunal, car le silence, une fois confondu avec l'absence, devient un piège, et Valérie avait bâti tout son dossier sur l'idée que je n'en avais aucun. Je ne suis pas retourné à la maison de ma mère tout de suite.
Cela m'a surpris moi-même. Pendant les jours qui ont suivi la réception de la requête, je suis resté chez nous, circulant dans des pièces qui me semblaient soudain provisoires. Valérie était prudente pendant cette période. Pas une prudence bienveillante, mais une prudence calculée. Elle parlait lentement, comme si le volume sonore pouvait briser quelque chose de fragile en moi. Elle me rappelait des rendez-vous que je n'avais pas. Elle proposait de gérer des choses que je ne lui avais pas demandé de toucher. Elle construisait un dossier contre moi, alors j'ai attendu. Quand j'ai enfin pris la route pour la maison de Jacqueline à Saint-Cloud, c'était un jeudi matin gris, ce genre de grisaille parisienne qui aplatit tout et fait reculer les couleurs. Le quartier était calme, inchangé d'une manière qui semblait presque accusatrice. Les mêmes maisons en meulière, les mêmes étayés juste ce qu'il faut. Les mêmes trottoirs que ma mère balayait chaque samedi, comme si quelqu'un allait lui donner une note. Je me suis garé dans l'allée et je suis resté là plus longtemps que nécessaire, les mains sur le volant. La maison ne ressemblait pas à une scène de crime. Elle ressemblait à une vie mise en pause au milieu d'une phrase. Je suis entré. L'air sentait la lavande et les vieux livres. L'odeur de Jacqueline. Le salon était rangé mais vivant. Un plaid plié sur la coudoir du canapé. Une pile de livres de la bibliothèque sur la table basse. Ses lunettes de lecture posées à l'envers, exactement là où elle les laissait toujours. Je suis allé directement dans la chambre d'amis. Jacqueline gardait ses dossiers dans un classeur en métal beige, ordinaire. Factures, dossiers médicaux, banque, impôts. Elle étiquetait tout en lettres capitales soignées. Après la mort de mon père, elle m'avait dit, si quelque chose m'arrive, tu sauras où chercher. J'ai ouvert chaque tiroir. Au début, rien ne semblait anormal. Les relevés étaient là, la correspondance, les copies de chèques. Mais après une heure, la régularité a commencé à s'effilocher, des enveloppes recollées, des relevés hors séquence, des manques là où les originaux auraient dû se trouver. J'ai tout étalé sur le lit et j'ai commencé à trier par date. C'est là que j'ai trouvé la procuration notariée. Elle n'était pas cachée. Elle n'avait pas besoin de lettres. Elle se trouvait dans un dossier marqué juridique, classé proprement entre d'anciens documents. La signature de Jacqueline était là, réelle, mais tremblante d'une manière qui correspondait aux semaines suivant son AVC. Les termes étaient larges, trop larges. Elle accordait une autorité totale sur les décisions financières sans réelle limitation. Mais ce qui a attiré mon attention n'était pas l'étendue du pouvoir, c'était le moment choisi. Le document avait été signé un jour où le neurologue de Jacqueline avait noté une confusion accrue. Pas une incompétence totale, juste une vulnérabilité. Assez pour rendre le consentement discutable, assez pour rendre la pression efficace. J'ai photographié le document et j'ai continué à chercher. Le carnet est apparu plus tard. Il était glissé entre deux albums photos dans le placard du couloir, un carnet en cuir marron usé, le genre de choses qu'on n'achète pas par hasard. Jacqueline avait toujours aimé les objets faits pour durer. La première entrée datait de 15 mois avant sa mort. Valérie a appelé aujourd'hui, disait le texte. Elle a dit qu'elle voulait t'aider davantage. Elle semblait sincère. Je veux y croire. Les notes étaient courtes au début. Des dates, des visites, des remarques sur la fatigue. Valérie apportant des courses. Valérie posant des questions sur les comptes. Puis le ton a changé. Journée de brouillard. Valérie avait des papiers. Elle a dit que c'était pour l'aider à parler à la banque. J'ai signé. Je n'aurais pas dû. Trop fatigué pour discuter. 2 semaines plus tard. Meilleure journée. J'ai regardé les papiers. Procuration. Je ne voulais pas donner autant. J'ai honte. Je ne veux pas causer de soucis à Étienne. Ma poitrine s'est serrée. La dernière entrée m'était adressée, si tu lis ceci, c'est que quelque chose a mal tourné. Je n'ai pas oublié qui tu es. Je sais ce que tu fais dans ton métier. J'ai eu confiance en toi pour voir ce que je ne pouvais pas voir. Je suis resté assis par terre dans ce placard pendant un long moment. Je ne pleurais pas, je respirais, tout simplement. En quittant la maison, j'ai pris des copies de tout. Les originaux sont restés à leur place. Les preuves ont plus de poids quand elles n'ont pas été dérangées. Cet après-midi-là, j'ai appelé Maître Mercier. Delphine n'a pas réagi de manière émotionnelle quand je lui ai raconté mes découvertes.
Elle a posé des questions précises, date, nom, contexte médical. Elle écoutait comme écoutent les enquêteurs, sans interrompre, sans combler le silence. Ce n'est pas une simple fraude au notaire, a-t-elle dit quand j'ai fini. C'est un abus de faiblesse sur personne vulnérable. C'est pire, ai-je répondu. Oui, a-t-elle confirmé. C'est pourquoi nous devons être prudents. Elle m'a expliqué comment ces affaires se déroulent réellement. Les services de protection des adultes s'impliquent. Les banques signalent les activités irrégulières. Les tribunaux examinent la capacité de discernement non pas comme un état binaire, mais comme un spectre. La requête de Valérie n'était pas seulement agressive, elle était risquée. Si le tribunal croyait que Jacqueline avait été vulnérable, tout ce que Valérie avait touché serait scruté à la loupe. « Que veux-tu faire » a demandé Delphine. J'ai pensé au carnet, à l'écriture soignée de ma mère, à la façon dont elle s'était protégée sans confrontation. Je veux que la vérité remonte à la surface d'elle-même, ai-je dit, sans que j'aie à la forcer. Delphine est restée silencieuse un instant, puis a dit, alors nous attendons, et nous nous préparons. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai vécu délibérément selon les attentes de Valérie. Je ne l'ai pas affrontée. Je ne l'ai pas accusée. J'ai répondu au minimum aux questions de son avocat lors de l'audience préliminaire. Interrogé sur mon travail, je l'ai décrit platement. Pas d'embellissement, pas d'étalage de mes compétences. Consultant en audit interne, soutien à la conformité, analyse de risque. Valérie regardait l'audience par lien vidéo. Je l'ai vue se détendre au fur et à mesure. Elle a souri quand j'ai répondu simplement. Elle a hoché la tête quand je n'ai pas cherché à me justifier. Elle a confondu ma retenue avec une capitulation. En coulisses, Delphine travaillait. Elle a demandé les relevés bancaires par les voies légales. Elle s'est coordonnée avec des officiers de conformité qui ont signalé des transactions ne correspondant pas aux objectifs déclarés. Elle a discrètement alerté les services sociaux, déclenchant un examen parallèle, pas une accusation, mais une enquête de routine. Au moment où l'audience finale a approché, plusieurs systèmes avançaient de manière indépendante. C'était important. La vérité porte plus de poids quand elle ne dépend pas d'une seule voix. La nuit précédant l'audience, je suis retourné à la maison de Jacqueline une dernière fois. Je n'y suis pas entré. Je suis resté dans ma voiture, garé le long du trottoir, regardant la lumière du porche projeter une lueur familière. J'ai pensé à la façon dont ma mère s'était préparée à cela sans savoir exactement comment cela se passerait. Elle n'avait pas élevé la voix. Elle n'avait pas accusé. Elle avait laissé une trace. Au tribunal le lendemain matin, quand Valérie a pris la parole et que Maître Vallée a répété son récit, je suis resté silencieux. Quand la juge Segui a posé sa question, quand la salle a retenu son souffle, j'ai compris que nous avions atteint le point que ma mère avait anticipé, le moment où le travail silencieux commence à parler de lui-même. La salle d'audience 3B semblait différente après la question de la juge. Pas plus bruyante, pas tendue comme les gens l'imaginent, mais en état d'alerte, comme si la pièce elle-même s'était penchée en avant pour voir quelle version de la réalité allait l'emporter. La juge Segui ne s'est pas précipitée. Elle a ajusté ses lunettes, a jeté un œil au dossier devant elle, puis a regardé directement Maître Mercier. « Maître, a-t-elle dit, vous avez la parole. » Delphine s'est levée lentement. Pas d'effet de manche, pas de pas dramatique. Elle a posé une main sur la table pour s'ancrer et a parlé d'un ton qui suggérait qu'elle n'était pas là pour débattre, mais seulement pour clarifier. « Madame la juge, a commencé Delphine, cette requête repose sur l'affirmation que Monsieur Chevalier n'a pas la capacité de reconnaître une exploitation financière. Ce que nous avons l'intention de démontrer, c'est que c'est exactement le contraire qui est vrai, et que l'exploitation a eu lieu précisément parce que quelqu'un a cru qu'il ne remarquerait rien. » Elle a commencé par les relevés bancaires. Pas tous, juste assez. Une chronologie simple est apparue sur l'écran de la salle. Les dates à gauche, les transactions à droite, des retraits, des transferts et des paiements libellés comme soutien administratif ou frais de conseil. Rien de tape à accent grave-l'œil, rien d'évidemment criminel en soi. Ces transactions, a dit Delphine en désignant l'écran, ont eu lieu sur une période de 10 mois. Chacune coïncide avec une visite de Madame Chevalier au domicile de Jacqueline Chevalier. Pas à des rendez-vous médicaux, pas à la banque, mais au domicile. Maître Vallée s'est levé à moitié. Objection. Rejeté, a dit calmement la juge Segui. Poursuivez.
Delphine n'a pas traîné. Ensuite, a-t-elle dit, nous abordons la question de la procuration. Elle n'a pas accusé Valérie de l'avoir falsifié. À la place, elle a présenté les faits cliniquement. Ce document a été signé à une date où le neurologue de Madame Chevalier notait une confusion accrue et une réduction des fonctions exécutives. Pas une incompétence, mais une vulnérabilité. La juge s'est penchée en avant. Dans le droit français, a continué Delphine, le consentement obtenu en période de vulnérabilité, surtout sans conseil indépendant, exige un examen scrupuleux. Valérie a croisé les bras fermement. Delphine a poursuivi. Après la signature de ce document, Madame Chevalier a obtenu un accès élargi au compte de la défunte. Cet accès coïncide avec un changement marqué dans les habitudes de transaction. Elle a cliqué sur la diapositive suivante. Avant cette date, les habitudes de dépenses de Madame Chevalier-Mère étaient constantes depuis plus de 10 ans, factures, courses, pharmacie. Après, nous voyons des retraits discrétionnaires sans facture correspondante, sans frais médicaux justifiés et sans documentation appuyant leur but déclaré. Maître Vallet a encore protesté, mais sa voix manquait d'assurance. La juge l'a ignoré sans même lever les yeux. Delphine s'est arrêtée un instant. Madame la juge, a-t-elle dit avant de continuer, je crois que le contexte est crucial. Elle s'est tournée vers moi. Monsieur Chevalier, pouvez-vous expliquer brièvement quel a été votre rôle professionnel ces 20 dernières années? Je me suis levé. Je travaille dans la conformité interne et l'analyse de risque, ai-je dit. J'aide les organisations à identifier les comportements financiers irréguliers et les faiblesses systémiques. La majeure partie de mon travail se fait avant que quoi que ce soit ne devienne public. Avez-vous déjà témoigné devant un tribunal? A demandé la juge. Oui, ai-je répondu, quelquefois. Quand des entreprises avaient besoin d'expliquer des conclusions techniques, mais ce n'est pas fréquent. La juge Segui a hoché la tête. Elle s'est retournée vers Maître Vallet. Maître, a-t-elle dit d'un ton égal, ce parcours figurait-il dans votre évaluation de la capacité de Monsieur Chevalier? L'avocat a hésité. Nous pensions que son rôle était limité. Cela, a répliqué la juge, semble avoir été une supposition de votre part. Valérie s'est levée brusquement. Il n'aime pas l'attention. A-t-elle lancé d'une voix perçante. Il se cache derrière des tableurs. Ça ne le rend pas compétent pour autant. La juge a levé la main. Madame Chevalier, asseyez-vous. Valérie n'a pas insisté, mais sa mâchoire était contractée. Delphine a repris. Elle n'a pas encore introduit le carnet. À la place, elle a présenté un résumé des services de protection des majeurs. Ce n'était pas une conclusion, mais une enquête ouverte. Les services sociaux avaient été prévenus. Un examen préliminaire avait commencé. Les banques avaient signalé des irrégularités de leur côté. On a demandé à ce tribunal d'intervenir, a dit Delphine, parce que Madame Chevalier affirmait que son mari ne pouvait pas reconnaître une exploitation. Pourtant, plusieurs institutions l'ont fait sans même qu'il ait à les solliciter. L'expression de la juge a changé. Maître Mercier, a-t-elle dit lentement, suggérez-vous que cette requête elle-même a déclenché un examen plus large? Oui, Madame la juge, et cet examen est en cours. Un silence plus lourd s'est installé. La juge Segui a joint ses mains. Madame Chevalier, a-t-elle dit en se tournant vers Valérie. Vous avez demandé une mise sous tutelle urgente de votre mari. D'après ce que j'ai entendu, cette demande semble pour le moins prématurée. Valérie a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Je rejette la requête, a continué la juge, avec une fin de non-recevoir. Elle a marqué une pause. Et compte tenu des éléments présentés et des enquêtes indépendantes désormais en cours, je transmets ce dossier au procureur de la République pour un examen approfondi. Les mots sont tombés doucement, mais ils ont frappé fort. Les épaules de Valérie se sont affaissées, non pas de honte, mais par calcul. Elle avait perdu le contrôle du calendrier. La juge m'a regardé à nouveau. Monsieur Chevalier, a-t-elle dit, vous avez eu raison de rester silencieux. J'ai incliné la tête. Au coup de maillet, je n'ai ressenti aucun triomphe, seulement un sentiment d'alignement, comme si quelque chose de tordu venait enfin d'être redressé. À la sortie de la salle, Delphine s'est penchée vers moi. Cette partie est finie, a-t-elle dit à voix basse. La suivante ne le sera pas. Je le savais,
car quand les systèmes administratifs se mettent en marche, ils s'arrêtent rarement à la première vérité qu'ils découvrent. Les portes du tribunal se sont refermées derrière nous avec un bruit qui semblait définitif, mais qui ne l'était pas. Dehors, l'air avait le tranchant piquant du début du printemps, assez froid pour presser les gens, mais pas assez pour s'enfermer. Delphine marchait à mes côtés vers le parking, d'un pas mesuré. La requête est rejetée, a-t-elle dit, mais ce n'est pas la fin. Je sais, ai-je répondu. Ce qui m'a surpris, c'est le peu de soulagement que je ressentais. Le rejet avait levé une menace immédiate, mais il n'avait rien restauré de ce que Valérie avait brisé. Les comptes étaient toujours sous surveillance. Mon employeur restait prudent. Mes enfants étaient toujours coincés entre deux versions de la même histoire. Et maintenant, les autorités étaient aux aguets. Dans les 48 heures, l'audit s'est élargi. Cela ne s'est pas fait de manière spectaculaire. Pas de sirène, pas de confrontation. Les banques ont simplement fait ce pourquoi elles sont formées quand les services de protection ouvrent une enquête. Elles ont élargi le champ de vision. Les comptes de Jacqueline ont été examinés en parallèle de tous les comptes joints auxquels Valérie avait accès. Les historiques de transactions ont été demandés sur plusieurs années, pas seulement des mois. Les schémas ont été comparés entre les institutions. Delphine m'a appelé ce soir-là. Les services sociaux sont formellement impliqués maintenant, a-t-elle dit. Ils n'accusent pas, ils documentent. C'est ça qui compte. Est-ce que Valérie est au courant? Ai-je demandé. Pas encore, a dit Delphine, mais ça ne saurait tarder. Valérie n'est pas rentrée ce soir-là. À la place, elle a envoyé un SMS court et théâtral, il faut qu'on parle. Tu m'as humilié aujourd'hui. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné avant 8 heures. C'était Thomas. Sa voix était serrée, contrôlée, comme celle des gens qui essaient de ne pas choisir de camp. Maman dit que la juge a surréagi, a-t-il dit. Elle dit que c'est toi qui as tout manigancé. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine et j'ai fermé les yeux. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Il a marqué une pause assez longue pour que j'entende le trafic derrière lui. Je ne sais pas, a-t-il avoué. C'est elle qui a toujours tout géré. Toi, tu es toujours resté en retrait. Ce n'est pas la même chose que de ne pas faire attention, ai-je dit. Il a expiré bruyamment. Léa est bouleversée. Elle ne m'a pas appelé, ai-je noté. Elle a peur, a répondu Thomas. Maman lui a dit de ne pas s'en mêler. Cela a serré quelque chose dans ma poitrine. Dis-lui qu'elle n'a pas à choisir, ai-je dit. Elle doit juste être honnête avec elle-même, même si elle ne l'est avec personne d'autre. Thomas n'a pas répondu tout de suite. D'accord, a-t-il fini par dire. Je lui dirai. Nous avons raccroché et la maison m'a semblé immense. Plus tard dans l'après-midi, Delphine m'a transféré un courriel d'un responsable de la conformité bancaire. Le ton était neutre, procédurier. Le contenu ne l'était pas. Plusieurs transactions avaient été signalées comme incohérentes avec les motifs déclarés. Plusieurs paiements acheminés via une entité de conseil tierce suscitaient des inquiétudes en raison de l'absence de licence et de documentation de soutien. Une demande d'information complémentaire avait été envoyée au titulaire du compte, Valérie. Elle va paniquer, a dit Delphine quand je l'ai rappelé. C'est là que les erreurs arrivent. Je ne voulais pas que Valérie panique. La panique rend les gens imprévisibles. Je voulais qu'elle s'explique. Les explications laissent des traces. 2 jours plus tard, les services sociaux m'ont contacté directement. Une assistante sociale nommée Madame Morin s'est présentée au téléphone. Sa voix était calme, rodée. Nous menons un examen standard concernant les comptes de Madame Jacqueline Chevalier, a-t-elle dit. Nous devrons vous parler, avouer à votre épouse, séparément. Bien sûr, ai-je répondu. Madame Morin a posé des questions sur les habitudes de Jacqueline, sa routine, son autonomie avant l'AVC. J'ai répondu avec soin, avec vérité. Je n'ai pas accusé Valérie. J'ai décrit des faits, des dates, des observations. Madame Morin a pris des notes et m'a remercié. Nous vous recontacterons, a-t-elle conclu. Valérie est rentrée tard ce soir-là, portant une tension qu'elle n'essayait même plus de cacher. Il m'interroge. A-t-elle lancé en jetant son sac sur la table. Les banques, une assistante sociale. C'est ta faute.
Je l'ai regardée. Elle semblait plus petite, d'une certaine manière, non pas diminuée, mais compressée sous le poids de la surveillance. C'est le résultat de ta propre requête, ai-je dit calmement. Tu as demandé un contrôle judiciaire. Elle a ricané. J'ai demandé à protéger la famille. En me déclarant incompétent, ai-je répliqué. Ses yeux ont flashé. Tu es incompétent, Étienne. Tu ne comprends pas comment les choses fonctionnent. J'ai failli sourire. Failli. Dis-leur ça alors, ai-je dit. Elle m'a fixé, puis s'est détournée, la mâchoire serrée. La semaine suivante a été éprouvante. Les services sociaux ont interrogé Valérie. Les banques ont demandé des clarifications. Delphine se coordonnait avec les enquêteurs, veillant à ne pas interférer. Mon employeur a prolongé ma mise à pied, citant l'examen externe en cours. Pas de promesse, pas d'échéancier. Thomas est venu une fois, brièvement. Il s'est assis sur le bord du canapé et a évité mon regard. Elle ne répond pas directement aux questions, a-t-il dit doucement. Maman. Elle n'arrête pas de dire que les gens déforment tout. Tu la crois? Ai-je demandé. Il a hésité. Je ne sais plus quoi croire. C'est honnête, ai-je dit. Léa a appelé 2 soirs plus tard. Sa voix tremblait. Papa, je crois que j'ai fait une bêtise. Non, ai-je dit immédiatement. Quoi que ce soit, non. Elle m'a raconté qu'elle avait vu Valérie porter les boucles d'oreilles de Jacqueline des mois auparavant. Des bijoux de famille. Valérie avait dit que Jacqueline les lui avait donnés. Léa n'avait pas posé de questions à l'époque. Maintenant, elle n'en était plus sûre. Je n'en ai parlé à personne, a dit Léa. J'avais peur que maman soit fâchée. Tu peux le dire aux enquêteurs, ai-je dit doucement. Tu n'as pas besoin d'accuser. Dis juste ce que tu as vu. Elle a reniflé. Est-ce que ça va tout gâcher? J'ai pensé au carnet de Jacqueline, à sa préparation silencieuse. Non, ai-je dit, ça clarifie les choses. Les conclusions de l'audit sont arrivées par morceaux. Chaque pièce s'alignait avec la suivante, des transferts via un intermédiaire, des paiements justifiés de manière vague, une documentation créée après les faits. Puis Delphine m'a appelé un soir, sa voix plus basse que d'habitude. Ils ont identifié l'intermédiaire, a-t-elle dit. Une femme nommée Isabelle Perrin. Pas de licence de conseil, pas de garantie. Elle a été contactée par les enquêteurs. A-t-elle répondu? Ai-je demandé. Oui, a dit Delphine avec prudence, par le biais de son avocat. C'était important. Cela signifiait qu'Isabelle n'agissait pas par impulsion. Cela signifiait que l'affaire allait se dérouler comme les vraies affaires, lentement, délibérément, avec des conséquences mesurées en mois, pas en instants. Delphine a marqué une pause. Étienne, a-t-elle dit, prépare-toi. Ça va prendre du temps. Les relations familiales ne vont pas se réparer d'un coup. Certaines choses ne redeviendront jamais comme avant. J'ai regardé la cuisine, cette même table où Valérie m'avait autrefois traité d'inutile. Ces mêmes coins tranquilles où les suppositions s'étaient transformées en vérité. Je ne cherche pas à ce que tout redevienne comme avant, ai-je dit. Je cherche à ce que les choses soient honnêtes. C'est généralement plus difficile, a répondu Delphine. Quand j'ai raccroché, je suis resté seul avec cette pensée. L'honnêteté ne se presse pas. Elle s'accumule. Et une fois qu'elle est là, elle ne disparaît pas simplement parce que quelqu'un le souhaite. L'appel de Delphine est arrivé un mardi après-midi, le genre d'après-midi qui prétend être ordinaire jusqu'à ce qu'on décroche. Ils ont contacté Isabelle Perrin formellement, a-t-elle dit. En présence de son avocat, elle n'a rien avoué, mais elle coopère. Je me suis assis à la table de la salle à manger, mon ordinateur fermé, la maison silencieuse d'une manière qu'elle avait fini par adopter. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça signifie qu'elle répond de manière très ciblée, a répondu Delphine. Elle fournit des dossiers quand elle y est obligée. Pas de discours, pas de SMS. C'est ainsi que les gens se protègent quand ils réalisent que le sol se dérobe sous leurs pieds. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. C'était cohérent avec tout ce que j'avais vu jusque-là. Les gens qui pensent avoir le contrôle improvisent. Les gens qui se savent exposer suivent les procédures.
Au cours des 3 semaines suivantes, l'enquête a progressé par étapes méthodiques. Les services sociaux ont terminé leur évaluation initiale et ont transmis le dossier au procureur. Les unités de conformité bancaire ont émis des demandes de suivi. Des citations à comparaître ont été rédigées, sans drame, juste avec précision. Chaque demande tirait un nouveau fil. Valérie a essayé de reprendre le dessus en paraissant coopérative. Elle s'est rendue aux entretiens. Elle a répondu promptement au courriel. Elle présentait chaque transfert comme un malentendu, chaque paiement comme une nécessité administrative. Elle s'appuyait lourdement sur l'idée que Jacqueline voulait que les choses soient gérées discrètement et que je ne m'y étais jamais intéressé. Les enquêteurs écoutaient. Puis ils comparaient les notes. Le schéma ne changeait pas. Ce qui a changé, c'est le ton de Valérie. Elle a arrêté de m'appeler incompétent et a commencé à m'appeler manipulateur. Elle a dit à Thomas que j'utilisais mon métier comme une arme. Elle a dit à Léa que je laissais des étrangers déchirer notre famille. Chaque version contredisait la précédente. Chaque conversation laissait plus de résidus. Thomas s'est retiré. Il ne la défendait plus, mais il ne l'affrontait pas non plus. Quand il venait, il parlait par fragments, des questions sans conclusion. Je les laissais faire. La loyauté n'est pas quelque chose qu'on démantèle rapidement sans faire de dégâts. Léa, de son côté, a commencé à parler. Pas tout d'un coup, pas facilement. Elle a décrit des moments auxquels elle n'avait pas accordé d'importance, sa mère lui demandant de faire des courses à la banque, des instructions pour que les conversations restent floues, des rappels de ne pas se mêler des affaires des grands. Rien de tout cela n'était incriminant en soi, mais ensemble, cela dessinait une intention. Delphine m'a conseillé de ne pas tirer de conclusions à voix haute. Laisse-les assembler le puzzle, a-t-elle dit. Ton travail est de rester constant. Cette constance a compté quand le parquet a fini par nous contacter. La procureure adjointe, Madame Alvarez, a demandé une réunion. Pas d'accusation, juste une discussion. Delphine et moi l'avons rencontrée dans une salle de conférence modeste en centre-ville. Madame Alvarez n'a pas perdu de temps. Nous examinons des chefs d'accusation potentiels liés à l'abus de faiblesse et à l'exploitation financière d'une personne vulnérable, a-t-elle dit. Peut-être fraude et faux en écriture, selon la manière dont certains documents ont été utilisés. J'ai posé la seule question qui importait, que se passe-t-il ensuite? Examen des preuves, a-t-elle répondu. Coopération des témoins. Si des charges sont obtenues, nous proposerons une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Sinon, nous irons au procès. Elle m'a regardé attentivement. Ce ne sera pas rapide. Je ne suis pas pressé, ai-je dit. Cette nuit-là, Valérie m'a enfin affronté directement. Elle a attendu que la maison soit calme, que les enfants soient partis, qu'il semble sûr de reprendre le contrôle du récit. C'est toi qui as fait ça, a-t-elle dit, debout face à moi dans le salon. Tu aurais pu arrêter tout ça à n'importe quel moment. Je l'ai regardé, sans colère, sans agressivité. Je n'ai pas commencé tout ça, ai-je dit. Et je ne peux pas arrêter ce que je n'ai pas créé. Elle a ri, un son sec qui n'atteignait pas ses yeux. Tu te caches toujours derrière tes procédures, tes systèmes. Tu agis comme si tu étais au-dessus de tout ça. Je ne suis pas au-dessus, ai-je répondu. Je suis dedans. Son expression a changé alors, pas tout à fait de la peur, mais du calcul. Ils ne me mettront pas en prison, a-t-elle dit. Pas pour ça. Je n'ai pas répondu. 2 semaines plus tard, Valérie a été mise en examen. L'acte d'accusation énumérait des délits au titre du Code pénal français liés à l'abus de faiblesse et à la gestion frauduleuse de biens. Pas les charges maximales, pas les minimales, mais assez pour ancrer l'affaire. Elle n'a pas été arrêtée lors d'un coup de filet dramatique. Elle a été notifiée par son avocat et s'est présentée d'elle-même. Le processus a été procédurier, prévisible, public, mais sans spectacle. Maître Vallée s'est retiré du dossier dès le lendemain. Les négociations pour le plaider coupable ont duré des mois. Valérie a rejeté la première offre, puis la deuxième. Elle insistait sur des explications qui contredisaient les preuves. Elle blâmait le stress. Elle blâmait le mariage. Elle me blâmait. Finalement, la trace écrite a fermé les dernières issues, les transferts, l'intermédiaire, le timing, la procuration signée pendant une vulnérabilité documentée, l'absence de conseil indépendant pour Jacqueline,
les incohérences que Valérie ne pouvait plus réconcilier. Elle a accepté une peine dans le cadre d'une procédure simplifiée. La sentence reflétait ce que ces affaires donnent souvent quand les sommes sont importantes mais que l'accusé n'a pas de casier judiciaire, une peine de prison avec sursis, une mise à l'épreuve de 3 ans, l'obligation de remboursement intégral avec intérêt. Une divulgation financière obligatoire et une interdiction permanente d'exercer toute fonction de gestion de biens d'autrui. Pour satisfaire au remboursement, Valérie a dû liquider des actifs. La maison a été mise en vente, pas la nôtre, la sienne, un studio qu'elle avait acheté discrètement l'année précédente sous le nom d'une SCI qu'elle ne pouvait plus justifier. Je n'étais pas présent quand le juge a validé l'accord. Delphine l'était, elle m'a appelé après. C'est fini, a-t-elle dit. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai laissé l'information décanter. Ce n'était pas une victoire. C'était un rééquilibrage, comme si quelque chose de lourd avait enfin été posé là où il fallait. Les conséquences se sont propagées. Mon employeur m'a réintégré, mais pas immédiatement. Il y a eu une période probatoire, des contrôles supplémentaires, une surveillance discrète. Pas une punition, juste de la prudence. J'ai accepté. Certains systèmes pardonnent lentement. Pour Thomas, ce fut plus long. Il oscillait entre la colère et le chagrin, ne sachant pas toujours à qui ils appartenaient. Nous avons parlé. Nous n'avons pas tout résolu. Ce n'était pas le but. La guérison, je l'ai appris, ne suit pas les verdicts. Léa a commencé une thérapie, puis m'a demandé de l'accompagner à une séance. Je l'ai fait. Valérie a envoyé une lettre via son avocat des mois plus tard. Plus courte cette fois. Toujours pas d'excuses, juste des regrets en forme d'autodéfense. Je n'ai pas répondu. Certaines conversations n'ont pas besoin de conclusion. Elles ont besoin de distance. Un soir, après que la maison se soit calmée à nouveau, j'ai ouvert le carnet de Jacqueline et j'ai relu la dernière entrée une fois de plus. Si tu lis ceci, avait-elle écrit, c'est que tu n'as pas détourné le regard. J'ai fermé le livre. Les systèmes avaient parlé. C'était maintenant à mon tour de vivre avec ce qu'ils avaient dit. La première fois que je me suis réveillé en réalisant que l'affaire était vraiment terminée, rien ne semblait différent. Pas d'élan de soulagement, pas de sentiment de triomphe, juste du calme. Il était tôt, avant 6 heures. La maison était immobile, ce genre d'immobilité qui me rendait autrefois mal à l'aise. Je suis resté allongé à l'écouter, réalisant que pour la première fois en plus d'1 an, ce silence n'était pas l'attente d'une rupture. Le jugement avait été rendu 3 semaines plus tôt. La paperasse était finalisée, les calendriers de remboursement approuvés, les conditions de probation fixées. Valérie ne se battait plus, non pas parce qu'elle avait accepté sa responsabilité, mais parce qu'il ne restait plus aucun mouvement qui n'aggraverait pas sa situation. La justice, quand elle arrive, s'annonce rarement. Elle s'installe comme la météo. Les conséquences financières ont été plus lentes. Les avocats devaient être payés. Les audits avaient un coût. Même avec les remboursements ordonnés, l'argent ne revient pas d'un coup. J'ai vendu la maison de ma mère à Saint-Cloud à la fin de l'automne, non pas parce que j'en avais envie, mais parce que c'était logique, parce que s'y accrocher aurait signifié s'accrocher à quelque chose qui avait déjà rempli sa fonction. Le dernier jour avant la signature définitive, j'ai parcouru les pièces vides une dernière fois. La maison résonnait, non pas de fantômes, mais simplement d'absence. Je me suis tenu dans la cuisine où Jacqueline avait autrefois pointé ses comptes chaque dimanche matin, 2 sucres dans son café, son petit carnet toujours ouvert à côté d'elle. J'ai sorti le carnet de mon sac et je l'ai posé sur le plan de travail. Je n'ai pas détourné le regard, ai-je dit doucement, à personne en particulier. Puis j'ai fermé la porte. Le travail a repris progressivement. Mon employeur m'a réintégré avec des conditions, une surveillance accrue, des rapports périodiques, un rappel discret que la confiance, une fois ébranlée, prend du temps à se reconstruire, même quand on n'est pas celui qui a causé la fissure. J'ai accepté cela sans ressentiment. Les systèmes ne fonctionnent pas à l'émotion, ils fonctionnent à la cohérence. Et je savais comment être cohérent. Thomas n'est pas revenu tout de suite. Des mois ont passé où nos conversations restaient prudentes, presque scénarisées. Il était poli. Il posait des questions sur le travail. Il évitait de parler de sa mère. Je n'ai pas forcé. La loyauté ne s'évanouit pas simplement parce que les faits arrivent, elle doit se dénouer d'elle-même.
Le tournant est arrivé de manière inattendue. Il a appelé un soir pour demander si j'avais encore la vieille boîte à recettes de Jacqueline. J'ai trouvé quelque chose, a-t-il dit. Il est venu ce week-end-là et a sorti un papier plié de sa poche, un avis bancaire datant de plusieurs années, adressé à Jacqueline, transféré sur l'adresse email de Valérie. Je l'ai trouvé dans les vieux dossiers de maman, a dit Thomas doucement. Elle n'en a jamais parlé. Je ne sais pas pourquoi. J'ai regardé ses mains qui tremblaient légèrement en tenant le papier. C'est bon, ai-je dit. Tu n'as pas à réparer ça. Je sais, a-t-il répondu. J'avais juste besoin que tu le saches. Je vois les choses maintenant. C'était suffisant. La guérison de Léa a été différente. La thérapie a aidé. La distance aussi. Elle ne cherchait pas d'excuses pour Valérie, mais elle ne se coupait pas complètement d'elle non plus. Elle apprenait lentement qu'aimer quelqu'un n'oblige pas à défendre ses choix. La regarder apprendre cela m'a aussi appris quelque chose. Valérie ne s'est jamais excusée. Elle s'est pliée aux règles. Elle a assisté aux séances obligatoires. Elle a payé les remboursements. Elle a suivi sa probation. Mais le remords, le vrai remords, exige de regarder à l'intérieur de soi, et Valérie avait passé trop de temps à externaliser ce travail. J'ai arrêté d'attendre. Des mois plus tard, j'ai reçu une dernière lettre, non pas de Valérie, mais du greffe du tribunal, la confirmation que les remboursements étaient terminés, que la succession de Jacqueline était officiellement close. Ce chapitre était scellé. Je me suis assis à la table de la cuisine ce soir-là sans rien devant moi. Pas de documents, pas de chronologie, pas de tableur, juste une tasse de café et ce silence que j'avais autrefois confondu avec le vide. J'ai repensé aux mots inutiles, à la facilité avec laquelle il avait été prononcé, à la confiance avec laquelle il avait été cru. Le silence ne signifie pas l'ignorance. Le calme ne signifie pas la faiblesse. Et être sous-estimé n'est dangereux que si l'on finit par y croire soi-même. Valérie pensait que mon calme me rendait invisible. Elle pensait que ma retenue signifiait un désengagement. Elle pensait que le papier était quelque chose qu'on pouvait réorganiser sans conséquence. Elle a oublié que le papier a de la mémoire.